Ici Alexandra. Je te souhaite la bienvenue au podcast À cœur ouvert avec nos animaux. Plonge dans mon univers, dans la magie du vivant spirituel, connecté entre ciel et terre. Es-tu ouvert à élargir ta conscience et ta connexion avec les animaux? Viens découvrir ce qui nous relie dans notre chemin de vie pour une puissante élévation. Nos animaux sont nos plus précieux guides. Les comportements et les mots physiques qu'ils expriment sont souvent porteurs de grandes révélations pour notre croissance personnelle. Es-tu prêt à élargir tes horizons? Suis-moi, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de podcast, le lien énergétique entre l'humain et l'animal, une connexion spirituelle. Dans le premier épisode, je vous expliquais un petit peu ma présentation, ce que j'ai fait dans la vie, mon expérience terrain 3D avec les chevaux principalement, avec les chiens aussi. Puis mon parcours qui a bifurqué un petit peu vers le côté spirituel, thérapie énergétique, relation d'aide. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder la base de mes soins, la base de ma pratique, la base de mes méthodes aussi. Dans le fond, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que j'essaie d'intégrer à tous les jours, parce que c'est pas juste d'enseigner des choses, je crois profondément que de l'incarner, c'est de l'intégrité à 100%. C'est une de mes valeurs premières. Je ne crois pas pouvoir enseigner quelque chose à quelqu'un si j'ai juste la théorie. Je crois profondément au fait que je dois marcher ce chemin-là pour être capable de vous en parler par la suite. C'est pourquoi souvent sur Facebook, je vais nommer des prises de conscience que j'ai eues avec des liens avec mes animaux, avec les clients, avec des choses comme ça, parce que ce qui est le fun en étant thérapeute en relation d'aide, c'est que la clientèle me reflète des choses qui me touchent. Je vais pas attirer des gens qui ont vécu des choses que moi j'ai jamais touchées. Je vais attirer des gens qui ont passé dans le même chemin que moi, mais que je suis un petit peu en avant d'eux sur le chemin. Fait que je peux en parler, je peux leur donner mes expériences de vie, puis je peux les coacher pour les aider à avancer sur ce chemin-là que je connais très bien. Donc, j'aimerais pouvoir expliquer un peu comment les animaux nous voient, comment les animaux vivent et ce qu'on peut s'en inspirer finalement. Comment on peut s'inspirer de ce que nos animaux nous montrent et nous enseignent. Les animaux sont très empathiques. Ils vont venir chercher facilement nos énergies. Les animaux sont bien dans un équilibre de vie, mais dans un équilibre énergétique aussi. Si moi je vais pas bien, je suis triste, il y a un déséquilibre dans l'énergie. Je ne suis pas en haute vibration, je vais tomber en basse vibration. Les vibrations, c'est ce qu'on émet, ce qu'on reçoit. Le corps humain, le corps des animaux, tout est fait d'énergie. Donc, c'est en constant mouvement. Pour donner un exemple, la joie, c'est de la haute vibration. De la tristesse, la colère, c'est de la basse vibration. Donc, c'est quelque chose qui est lourd. Plus c'est bas, plus c'est lourd. Plus c'est haut, plus c'est élevé, plus c'est aérien. Les animaux, quand ils vont nous voir tristes, malades, parce que la maladie va emmener des basses vibrations aussi, vont essayer de travailler dans l'énergie pour remonter les vibrations et faire qu'on se sente mieux. Qu'ils vont essayer de... C'est un peu comme s'ils prenaient sur eux de transformer l'énergie qui peut être plus dense pour en refaire l'énergie recyclée et bénéfique. La nature fait ça à temps plein. Les gens qui vont être dans un milieu très ville, très beaucoup de camions, beaucoup d'asphalte, beaucoup de buildings, qui vont aller marcher dans la nature, vont se sentir bien. Vont comme s'ils lâchaient un poids sur leurs épaules. La nature le fait naturellement aussi. La seule difficulté pour nos animaux de compagnie, c'est que dans l'énergétique, ils sont très puissants. Mais dans le corps 3D, le corps physique a une limite. Donc, le corps de l'animal va travailler à purifier cette énergie-là, à la recycler, à la mettre le plus haut possible. Mais souvent,
ça va créer des déséquilibres dans leur corps physique parce qu'à un moment donné, ça va être trop pour eux. Parce qu'ils le font déjà pour leur vie à eux. L'animal s'incarne dans l'incarnation terrestre dans un but précis, comme nous. Ma vision étant que l'humain va s'incarner sur Terre, l'animal va s'incarner sur Terre pour venir travailler certaines choses. Ça va pas être nécessairement tout orchestré d'avance, mais j'aimais bien comme ma prof nous l'amenait, elle nous disait... moi, je me suis incarnée sur Terre pour vivre, par exemple, le rejet. Ben, je vais avoir des âmes collaboratrices qui vont me faire vivre le rejet jusqu'à temps que je le comprenne assez profondément pour que cette scène-là ne se rejoue jamais. Je sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire on se joue notre propre pièce de théâtre. Ben, c'est un peu ça. On a des acteurs dans notre vie qui nous fait avancer sur certains points. Puis, si on regarde juste le côté 3D, c'est affreux. Parce que là, on va vivre du rejet, on va vivre de la violence, on va vivre de l'abandon, on va vivre l'humiliation. Nommez-les, là, c'est toutes les 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais reste que c'est quelque chose qu'on doit vivre pour être transcendé. Si je ne vivais jamais cette problématique-là, je serais pas capable de la sortir de mon énergie, de mon corps. Je vais libérer mon transgénérationnel, donc des ancêtres qui ont vécu quelque chose, qui ont pas été capables de libérer dans leur incarnation, va être souvent transmise aux générations suivantes. Même chose pour les chiens, les animaux, pardon. La seule chose, c'est que dans ma pratique, puis là, c'est peut-être propre à moi, j'ai l'impression que les animaux ont un bagage un petit peu moins lourd que nous. Dans ma compréhension, les animaux n'ont pas d'ego. C'est vraiment propre aux humains. Et je crois que ça amène une facilité dans l'introspection, les animaux sont au moment présent, les animaux sont très rarement dans le futur ou dans le passé. Euh, donc, ils ont une facilité à libérer ces blocages-là selon moi, là, dans ma vision des choses. Donc, euh, c'est d'aller essayer de reprendre ce bagage-là, ce fardeau-là qui nous appartient, pour pas que les animaux fassent tout le travail. Nos animaux sont là pour nous aider, on est là pour aider nos animaux, ça va dans les deux sens, c'est très très correct. L'idée, c'est que si seulement l'animal vit en conscience, mais que l'humain ne le fait pas, ben, toute l'énergie, tout le fardeau retombe sur l'animal, puis c'est souvent ce qui est plus difficile à gérer. Puis là, c'est très important, puis je tiens à le mentionner, faut pas se sentir coupable que notre animal nous aide et tombe malade. Il le fait pas nécessairement pour nous. Il le fait pour équilibrer l'énergie, pour avancer, pour être le mieux possible dans son environnement. Il a choisi cette incarnation-là. Comme nous, on a choisi cette incarnation-là, même si on s'en souvient plus. Fait que c'est pas de se dire, oh mon Dieu, là, j'ai pas géré mes affaires pendant 3-4 ans, ça fait 3-4 ans que j'ai mon animal, puis là, il y a le cancer, puis c'est de ma faute. Non. L'animal, si c'était intégré, incarné dans notre vie à nous, c'est qu'il y avait quelque chose à travailler de similaire. Ça veut dire qu'il y avait un bagage qui était dans la même tonalité que nous, puis qui a fait qu'il a décidé de nous choisir, nous, pour marcher ce chemin-là ensemble. Fait que c'est la faute de un, c'est la faute de l'autre. Faut vraiment prendre de la hauteur en lien avec ça, puis de se dire, on marche un chemin commun, on va juste essayer de s'aider l'un puis l'autre, pour pas que ce soit juste un ou juste l'autre qui porte le fardeau de ce qui se passe. Fait que c'est vraiment ça que je veux amener aujourd'hui. C'est le fait que le lien entre l'humain et l'animal est tellement plus fort et complexe que ce qu'on peut peut-être penser. Mais c'est de ne pas rentrer dans la culpabilité de se dire, OK, dans le ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour soulager mon animal dans sa compréhension, dans son physique, dans peu importe. Puis à qui ça appartient? Comme je le nommais, le soin symbiose que j'ai créé va toucher les deux. Fait qu'on part par l'animal ou qu'on part par l'humain, il y a quelque chose de commun quand même qui va aller se dénouer, se défaire, se libérer. Fait que c'est pas de se dire oh mon Dieu c'est de ma faute ou oh l'animal c'est de sa faute ou lui est plus malade que moi ou peu importe. J'ai tellement vu souvent l'animal et l'humain avoir la même pathologie, c'est hallucinant. Ben je m'en faisais de l'asthme, je fais de l'asthme. Ben je m'avais des ulcères d'estomac, j'ai des ulcères d'estomac. Ça reste que on vit des choses similaires. Puis c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Nos animaux, là, ils nous choisissent. Là. On choisit nos animaux sans le savoir. C'est juste que c'est énergétique. Fait que quelqu'un qui en a conscience le voit, le ressent. Quelqu'un qui n'en a pas conscience fait comme ah, je sais pas pourquoi c'est lui, mais c'est lui. C'est vraiment quelque chose qui se fait souvent sans qu'on s'en rende compte. Ça, c'est la beauté de l'inconscient.
Dans le fond aussi, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est l'effet miroir. Donc, j'en ai un petit peu parlé. Nos émotions se transmettent sur nos chiens, nos chats, nos chevaux et vice-versa. Et c'est ce qui va nous déclencher très souvent. L'effet miroir nous sert à voir un comportement qui est à l'intérieur de nous, devant nous. Fait que encore là, comme la dernière fois, comme je disais dans le dernier épisode, ça peut être un animal, ça peut être un humain, ça peut être n'importe quelle âme qui va nous refléter ce comportement-là. Puis, ça peut être miroir pareil. Fait que, mettons, moi, j'ai la misère à mettre mes limites, mon chien pourrait avoir de la misère à mettre ses limites. Mais ça peut être un miroir inversé aussi. Ça peut être, moi, j'ai de la misère à mettre mes limites et mon chien est réactif. Dans le cas de ma chienne et de moi, c'était ça. Moi, j'avais de la misère à mettre mes limites et ma chienne était réactive. J'avais de la colère refoulée, de la frustration parce que je mettais pas de mes limites. Et elle pouvait changer de comportement en un claquement de doigts puis de passer d'un chien très très tranquille à je vais te manger la face. Fait que c'est vraiment ce qui était à travailler dans mon chemin, dans son chemin à elle et tout. Donc, c'est selon moi ce qui est le plus confrontant quand les gens viennent me voir pour un soin animal, puis finalement, ce qu'on a travaillé, on gère qu'est-ce qu'il y a pour l'animal, et là, l'humain doit s'occuper de gérer son petit caca à lui. Puis, fait comme, ah, mais là, OK, mais là, il faut que je travaille. Puis là, t'as l'affaire. Puis là, il y a des gens qui sont dans le déni, des gens qui veulent pas le voir, des gens qui vont voir des cracks que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, puis là, ça fait mal, puis là, c'est souffrant. Faut vraiment être prêt à faire son petit bout de chemin. Il y a des soins énergétiques qui fait que, comme le Reiki, que tu te couches sur une table, t'as pas besoin de parler, tu fais rien, puis ça débloque des choses tranquillement, un petit peu par petit peu. Moi, dans ma pratique, c'est on fait du coaching. Oui, il y a des soins énergétiques. Oui, des fois, c'est des visualisations, puis il n'y a rien à dire en tant que tel. Mais c'est d'aller chercher qu'est-ce qui est là. Fait que si, mettons, comme moi, en lien avec mon manque de mettre de limites et le fait d'avoir de la colère accumulée, c'est qu'on m'a dit toute ma vie que de la colère, on peut pas vivre ça. La colère, c'est pas une bonne émotion, spécialement chez la femme. J'avais un père qui pouvait passer de très de bonne humeur à péter une coche la seconde d'après parce qu'il refoulait ses émotions puis il avait de la difficulté à les vivre comme malheureusement beaucoup d'hommes avec l'éducation que l'histoire de l'humanité a amené. Mais ça créait que je refoulais ma colère. Fait qu'au lieu de l'extérioriser de façon saine, sans aller péter une coche à quelqu'un, qui est pas sain, mais que j'allais gérer cette émotion, prendre soin de cette émotion, elle là. Puis je la refoulais, puis je la rentrais en dedans, puis il fallait pas que je la voie, là. Mais même que je la refoule autant que je veux, elle va ressortir à un moment donné. Puis pas quand je vais décider, puis pas de la façon que je veux non plus. Fait que c'est l'idée de gérer ça. Puis la réactivité de mon animal, de mon chien par rapport à moi, va pas partir comme ça parce que j'en ai pris conscience. Non, non. Des fois, oui. Mais dans mon cas, c'était non. Dans mon cas, c'est travaille sur toi la grande, puis après ça, ma réactivité va se placer. c'est pas toujours. C'est pas toujours facile de travailler ça, puis c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement sur un court terme. Dans mon cas, je vis ça depuis que je suis toute petite. Puis là, avec les soins, avec les prises de conscience que j'ai eues, ça part de mon projet Sens, de quand j'étais très très jeune, puis tu sais, je l'ai vécu avec mes parents et tout depuis ma naissance. Fait que c'est pas quelque chose que, même si j'en ai pris conscience puis que je comprends le processus, qui va s'en aller comme ça du jour au lendemain. Il y a du travail à faire là-dessus, puis c'est un travail de longue haleine à tous les jours quand je suis capable de surmonter certaines choses que j'ai de la difficulté présentement. Fait que c'est vraiment de se rendre conscience, de prendre conscience de nos propres blessures, puis c'est ça l'effet miroir. Fait que ça peut être confrontant, mais on a tellement... Ma prof appelle ça des cadeaux. C'est comme si, à force d'avoir fait du travail sur soi, il y a quelque chose qui va se manifester. Un don, une capacité, un bien-être, un calme intérieur. Il y a quelque chose qu'après avoir été voir ce caca-là, va nous amener un bien-être, une solidité différente, une vision différente des choses. Déjà, là, d'être en pleine conscience, on est capable de voir ce qui se passe réellement et non pas ce qu'il y a juste à la surface. Ben, c'est beaucoup plus facile de gérer une difficulté quand on comprend toute la profondeur que quand on reste juste en surface puis tout ce qu'on voit, là, c'est cette personne-là était méchante. Si je vais en profondeur, pourquoi cette personne a été méchante? Parce que je rentre dans ma victimisation, parce qu'elle, elle a vécu des choses plus jeunes qui a fait que j'ai déclenché XX choses. Ça amène beaucoup plus de douceur. Ça empêche pas que je laisserai pas la personne être un bourreau envers moi. C'est pas de dire non, mais je vais tendre l'autre joue. C'est pas ça du tout. C'est de se dire, je comprends la dynamique
Et si je veux le changer, je peux pas agir sur l'autre personne. Elle est extérieure à moi. Si je veux changer quelque chose, il faut que je travaille sur moi. Et ça, si vous connaissez pas la méthode Ho'oponopono et la philosophie Ho'oponopono, ça serait vraiment quelque chose à aller voir. Parce que ça aussi pour moi, en tant que victimisation de victime, j'ai de la misère à dire que tout ce qui se passe autour de moi, ça dépend de moi. Fait que la personne qui va... Ben moi, j'ai jamais vécu de violence physique, là, mais la personne qui va me faire de la violence psychologique ou verbale, c'est parce que moi, dans ma position, je me suis mis dans la victimisation et là, j'ai attiré un bourreau qui est méchant avec moi ou qui m'attaque ou peu importe. C'est difficile, cette constatation-là, parce que non, dans la 3D, j'ai rien fait pour attirer les foudres de cette personne-là, mais si je rentre dans ma pleine conscience, puis dans mon pouvoir personnel, dans ma puissance, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de vivre cette situation-là, puis comment je peux changer les choses? C'est ça le pouvoir de la pleine conscience dans ma vision à moi. Nos animaux sont de très grands guides et enseignants spirituels, ça je vais le répéter ad nauseam. Les animaux vivent avec la nature, vivent avec les cycles. Les animaux sont souvent contents. Les chevaux, c'est un peu plus différent quand ils sont en douleur, même les chiens, les chats, mais un animal va vivre dans le présent, va être heureux. L'animal, même en douleur, va être capable de passer par-dessus puis de faire ses choses. Je me souviens, ma SK, ma pouliche, avait des problématiques jeunes, elle avait fait une épiphysite, puis elle boitait sur 3 pattes, puis elle clopidait, puis quand elle me voyait, elle arrivait en courant, puis elle était donc contente, puis je sais qu'elle avait mal, là. Elle a pas arrêté d'avoir mal quand elle me voyait, mais elle s'est pas arrêtée à ça, elle est allée vers d'autres choses. C'est quelque chose que je trouve qui est très beau pour les humains à voir, puis je dis pas que quand ça va mal, puis qu'on faut toujours être de bonne humeur, c'est pas ça du tout, mais de voir que on est capable de surpasser cette douleur ou ce mal-là si on le désire. Ils nous font comprendre que de suivre la nature, les cycles, c'est important. L'hiver, c'est pas le temps d'entraîner en fou un cheval. C'est le temps de prendre le temps de faire l'introspection, d'aller voir les petites choses entre lui et toi, si, je sais pas moi, le cheval se pousse tout le temps dans le champ. Ben, l'été, t'es en compétition, tu travailles plus ou tu rides plus, t'as moins de temps de t'en occuper. Ben, l'hiver, c'est le temps d'adresser ça. Le cheval, je sais pas, moi, il a décidé que tel ou tel mouvement, il avait tout le temps peur, ou tel endroit dans l'écurie ou dans la traîne, il avait tout le temps peur. Puis là, l'été, tu es avec plein de monde, c'est difficile à travailler. Ben, l'hiver, c'est le temps de travailler ça. C'est d'aller chercher quelque chose de plus introspectif que beaucoup d'action. De suivre les saisons, les cycles de la lune, c'est très aidant pour l'humain aussi parce que l'animal le fait naturellement. L'animal est, je sais pas si je peux dire tout le temps en pleine conscience, mais j'ai comme envie de dire ça, là, mais est quasi à 100% du temps en pleine conscience. L'humain est très peu en pleine conscience, à moins que la personne l'ait travaillé, là. Mais moi, pour être dans ma vie, avoir été beaucoup dans le faire et faire beaucoup d'anxiété, je vous garantis que la pleine conscience au début, c'est souffrant. J'ai jamais pris de drogue de ma vie, mais je le compare à tu prends de la drogue, t'anesthésies tes émotions, la minute que tu décides d'être sobre, eh ben tout ton caca t'arrive dans la face tout en un coup. C'est difficile et c'est souffrant. La pleine conscience est difficile au début, mais amène tellement de belles choses que, dans ma vision à moi, ça vaut la peine. Ça sera à vous de voir si c'est quelque chose que vous voulez entamer ou pas. Mais reste que l'animal qui est en pleine conscience est toujours à l'affût. L'animal est toujours en onde alpha. Pour faire la communication animale, il faut que l'humain se mette en onde alpha. Pour nous, c'est pas naturel de rester dans ces ondes-là. C'est des ondes du cerveau, dans le fond. C'est comme de syntoniser un poste de radio particulier. Et puis, l'animal est toujours plugué sur les ondes alpha. L'humain doit, en tout cas l'humain occidental, là, parce qu'on s'entend qu'il y a des peuples qui travaillent avec la communication animale beaucoup plus facile et qui s'est resté avec les générations et tout. Mais en Occident, d'être en onde alpha puis de recevoir des messages télépathiques, c'est pas commun tant que ça. Ça le devient de plus en plus, comme je disais, mais l'humain a dû le réapprendre. Si je regarde les tribus autochtones dans le temps ou certaines tribus en Afrique, ces gens-là sont en pleine conscience presque tout le temps. Puis ils sont capables d'entendre le message des plantes, des arbres, de la nature, des animaux, des guides, des défunts, sont toujours sur cette fréquence-là.
Donc, pour renforcer cette connexion-là avec notre animal, c'est d'essayer d'entrer en onde alpha par rapport à la communication télépathique, si c'est possible, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais c'est de juste être en pleine conscience avec lui, puis être sur ses ondes à lui. Fait que c'est de prendre du temps dans le silence, à le flatter, à le regarder, à faire de la méditation, des exercices de pleine conscience comme des respirations, la cohérence cardiaque. Même on peut utiliser, moi j'utilise beaucoup le journaling, j'aime bien les cartes oracles, les tarots. Ça me fait entrer en introspection aussi. C'est sûr que là je suis moins en connexion directe avec mon animal, mais ça m'aide à venir quand même en communication avec lui. Je fais de la communication animale ça fait partie de mon métier aussi. Puis des fois, je suis en train de conduire sur la route, je tombe automatiquement en onde alpha. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment naturel depuis toujours. Et des fois, j'ai les animaux de mes amis qui viennent me parler. Allô, j'ai quelque chose à te nommer. Il s'est passé telle chose ou j'ai besoin de telle chose. Ça devient un mode de communication parce que le canal est disponible. Fait que c'est juste de passer du temps. Puis des fois, là, des gens vont me dire, ah non, moi je fais pas de communication animale. Mais c'est des gens très très intuitifs qui sont capables de ressentir quand l'animal va pas bien, qu'est-ce qu'il a de besoin, si c'est le temps ou pas de l'amener chez le vétérinaire, s'il y a une maladie ou une problématique X. C'est de la communication animale. C'est juste qu'on n'en a pas toujours conscience. Moi, quand j'ai commencé à faire des cours de communication animale, je me suis rendu compte que je faisais ça depuis toujours. C'est juste que j'en avais pas conscience. Puis moi, je suis très dans le ressenti, dans la clairsentience. Fait que c'est beaucoup dans mon corps. Fait que des fois, je fais comme, ah, cet animal-là a mal à... Tu sais, j'avais mal au poignet gauche. Ah, il a mal à la patte gauche. Puis là, je comprenais pas pourquoi j'avais mal là, mais tu sais, je le ressentais. Ou de la clair-connaissance. Puis ça, c'est encore plus difficile à déceler parce que tu sais pas pourquoi tu le sais, mais tu le sais. Que l'animal, que le vétérinaire ou professionnel quelconque avait dit, ah, c'est telle place dans le corps. Puis finalement, tu te dis non, on dirait que je le sais que c'est pas ça, là. Puis que finalement, avec les tests, ça s'avère que c'est vraiment ce que j'avais décelé comme en claire connaissance qui était la problématique. Mais avant d'avoir conscience de ces mécanismes-là, je le savais pas que je faisais de la communication animale. Puis toutes les femmes autour de moi à qui je parle, puis là je parle de communication animale, mais ça peut être de communication avec les défunts, ça peut être de télépathie d'une personne à l'autre. Le meilleur exemple, c'est tu penses à quelqu'un puis il t'appelle au téléphone, sur le cellulaire. Ben, c'est de la télépathie. Soit que la personne pensait à toi ou que tu pensais à elle, puis ça a fait qu'elle décide de t'appeler ou peu importe, mais t'as eu une connexion télépathique avec cette personne-là. Les femmes ont une facilité à faire ça, mais n'importe quel humain, homme ou femme, est capable d'aller chercher ces connexions-là. Mais si on regarde, j'avais regardé un petit peu les chamans et tout, c'était souvent les chamans, c'était différent, mais les sorcières, c'était beaucoup des femmes. Les oracles ou les femmes qui parlaient dans la tribu, là, qui parlaient aux défunts et tout, c'était des femmes. Comme dans Avatar, là, la mère du personnage principal. C'est plus inné chez nous. Mais reste que c'est ça. L'humain, en général, homme ou femme, est capable d'aller chercher ces canaux-là. Mais c'est de créer des moments authentiques avec son animal, d'arrêter de scroller sur Internet, de regarder la TV, de faire 56 millions de choses en même temps et de ralentir. Ralentir dans le silence, ralentir dans je suis vraiment, réellement avec toi. On accorde nos cœurs, on accorde nos respirations, on se regarde, on se ressent. Puis souvent, un animal qui est pas bien va te faire ressentir, ou en tout cas te faire comprendre qu'il est pas bien. C'est la meilleure aussi façon de voir. Il y a des gens qui viennent me voir. Est-ce que, tu sais, mon animal va pas bien? Il est en fin de vie? Il est vieux? Es-tu prête à partir? Est-ce que je le fais euthanasier? Est-ce que je le laisse mourir par sa belle mort? Est-ce que, jusqu'à temps, je l'étire? Tu sais, dans mon e-book sur la fin de vie que j'ai faite, il y a une partie, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique ou je me débarrasse de mon animal dans le sens que je le fais partir trop vite? C'est comme ça qu'on le ressent. Je vais jamais en consultation, en conseil, en coaching, peu importe, je vais jamais dire à la personne faut que tu fasses euthanasier ton animal ou non, faut que tu attendes. C'est un ressenti qui est propre à chacun. Parce qu'il faut prendre compte de l'animal, il faut prendre compte de nous aussi. Meilleur exemple, ton chien tombe malade demain, puis ça te coûte 1000$ par mois pour sa médication, puis t'as à peine de l'argent pour mettre du gaz dans ton char, ben, il y a une décision à prendre là. C'est pas j'enlève tous mes besoins, je les mets de côté, puis là, je m'endette, puis je garde mon chien, puis je le médicamente pendant 6 ans. C'est de se dire, est-ce que je le garde? Est-ce que je peux le donner à quelqu'un de confiance, avec qui il va être bien? Est-ce que je le fais euthanasier?
Parce que, à un moment donné, oui, c'est de prendre les besoins de l'animal en considération, mais vous êtes deux là-dedans. Puis là, je dis deux, mais si vous êtes un couple, vous avez des enfants, il y a d'autres choses en connaissance de cause là, à prendre pour prendre la décision. Mais reste que c'est un tout. C'est dans ces moments de conscience-là que vous allez le plus le savoir. De se connecter à son intuition, c'est quelque chose de super important. Puis c'est pas de prendre une décision seulement avec la tête, seulement avec le cœur, parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben là, je l'aime, je veux pas le laisser partir ». C'est une espèce de mi-chemin entre les deux. C'est vraiment cette petite voix-là intérieure qui va vous le dire « Hey, là, je pense que l'animal est plus capable, c'est le temps. » Ou bien, je pense que toi, là, t'es vraiment plus capable, c'est le temps. Soit de le donner ou de le faire euthanasier, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre prise de position ou de décision. C'est juste de rester là, d'écouter, puis pour recevoir des messages, parce que les gens vont être facilités beaucoup à émettre. Donc, je vais parler à mon animal soit à voix haute, soit par la pensée, et l'animal va recevoir le message. Le bout le plus difficile, c'est de recevoir le message que l'animal va nous envoyer. Si on n'a pas d'espace, puis là, je vais vraiment le prendre comme une coupe, là. Si on n'a pas d'espace dans notre coupe et que c'est tout le temps rempli, il n'y a rien qui va rentrer à l'intérieur. Si on crée de l'espace, on va être capable de recevoir. Puis c'est vraiment ça. C'est d'être capable de faire de l'espace à l'intérieur de nous, de ne pas avoir un flot de pensée incessant. Puis je vous le dis, les gens qui pensent « Moi, j'arriverai jamais, j'ai tout le temps un flot de pensée incessant », je suis cette madame flot de pensée incessant, et je peux pas dire que c'est complètement parti, mais ça se gère. Puis pendant une communication animale, ou pendant une canalisation, ou pendant de la réception d'informations, s'il y a une pensée qui pop, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, là, j'ai manqué d'informations parce que là, mon mental a repris le dessus ». C'est pas ça. C'est de se dire « OK, bon ben, mettons, je sais pas, moi, faut pas que j'oublie telle affaire dans ma liste d'épicerie. OK, c'est bon, merci, j'en prends note, tu peux t'en aller, je vais continuer ma canalisation, mon message. » Au pire, tu redemandes des spécifications à l'animal si t'as pas bien compris ou si t'as manqué des informations. Il n'y a rien de problématique là-dedans. Si vous essayez d'enlever tous les messages mentaux qui pop, vous n'allez pas finir. C'est d'aller avec l'accueil de « OK, c'est beau, c'est là ». Puis là, à un moment donné, ça va finir par être de moins en moins intense. Puis plus vous pratiquez la pleine présence, plus vous pratiquez la marche dans le bois, on appelle le bain de forêt, là, le fait de marcher très, très tranquillement dans la nature, de faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, peu importe, vous allez amener à avoir une espèce d'espace, de vide à l'intérieur. Et pour ma part, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, les gens ont peur du vide. C'est inconfortable du vide. Comme le silence, pour beaucoup de personnes, c'est inconfortable le silence. Pourtant, c'est ce que ça nous prend pour être capable d'entendre et de recevoir. Fait que les gens qui voudraient communiquer avec les animaux, que la communication animale les intéresse, je vais avoir mon parcours initiatique en communication intuitive avec les animaux qui va sortir fin de l'été ou à l'automne. Ça va être quelque chose qui va être possible, mais c'est simple communiquer avec les animaux. Le plus difficile, c'est de gérer nos blocages puis nos problématiques intérieures, la peur du vide, la peur du silence, la difficulté à pas avoir de son dans la maison, à pas avoir quelque chose qui nous stimule tout le temps, comme le téléphone cellulaire ou la télévision ou des jeux vidéo, par exemple. C'est ça le plus difficile. Après ça, là, quand le canal, qui est toujours là en passant, est clair et il n'y a pas rien qui interfère, tout se fait tout seul, là. C'est vraiment de travailler sur nous, puis c'est pour ça que dans ce parcours-là, si je reparle du cours, il va y avoir une partie connaissance intérieure pour être capable d'avoir conscience de ces problématiques-là, puis de ces blocages-là qui empêchent la communication animale. Parce que la communication animale, à la base, c'est très simple. Pour en revenir aux animaux et à la connexion entre l'humain et l'animal, c'est toutes des petites choses qui font qu'on devient plus proche de notre animal, qu'on devient plus à l'écoute, qu'on devient plus sensible à ce qu'il vit, puis qu'on arrête de rentrer dans l'animal essaie de me manipuler, il fait ça pour me faire chier, il fait ça intentionnellement. Il n'y a pas un animal qui fait quelque chose pour faire chier volontairement. C'est pas quelque chose qui est réel dans leur intention de base. L'intention de base qui est en arrière de tout ça, je reviens à l'effet miroir, c'est de nous faire voir quelque chose qu'on doit travailler chez nous. Dans notre blocage, dans notre bagage de vie, peu importe. C'est ça le message. C'est juste que si on s'arrête à la 3D, puis que le chien qui a mangé mon sofa, puis que là, je suis en beau maudit, ben c'est d'aller voir le message, c'est quoi?
Est-ce que l'animal a besoin de mastication et on lui en a pas donné? Est-ce que le chien a besoin de sortir plus souvent dans sa journée et on l'a pas fait? Mettons qu'on regarde les solutions 3D, là. Est-ce que le chien a été éduqué à je le laisse tout le temps tout seul puis finit par pas avoir rien à faire parce qu'il n'y a pas de stimulation mentale puis il a décidé de manger le sofa? Ou, parce qu'il y a souvent une composante des deux côtés, on a les dents, c'est de mordre dans la vie, de s'affirmer, de pas lâcher le morceau. Y a-t-il quelque chose dans notre vie à nous qui a fait qu'on s'est abandonné, qu'on n'a pas dit ce qu'on devait dire, qu'on n'a plus de goût à la vie, qu'on est dans un, moi j'appelle ça un monde beige. Un monde beige pour moi c'est plate. J'aime la couleur, j'aime les éléments, on est-tu rendu dans un monde qui nous nourrit plus? On est-tu métro, boulot, dodo, on n'a plus aucune passion, on fait que travailler pour avoir de l'argent et on n'aime pas ce qu'on fait? C'est toutes des petites choses qu'en symbolique on va voir qui va nous parler de ce qu'on peut faire pour nous se sortir de là. Puis là, vous allez me dire, oui, mais je peux pas changer de job, j'ai besoin de travailler et tout. C'est pas quelque chose qui va être drastique. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps comme dans le temps. Puis peut-être que le travail, c'est pas ce qui est le plus important. Peut-être que le travail, c'est pas quelque chose qu'on aime, mais qu'on peut faire quelque chose la fin de semaine, puis de prendre du temps pour ça, puis de pas juste être dans le rush et tout. C'est juste d'aller voir. Puis là, souvent, il y a des gens au début qui voient pas les solutions, puis que ça se peut pas, puis que, tu sais, j'irai pas prendre un soin ou j'irai pas voir ce truc-là, parce que il y en a pas de solution, parce qu'ils l'ont spiné dans leur tête autant et autant, puis il y en a pas de solution. La solution ne se trouve pas dans le mental. La solution, le 3/4 du temps, va se trouver dans le cœur et dans l'intuition. J'ai accompagné une amie il y a quelques années en lien avec la solidité. C'est une personne qui disait jamais non. C'est une personne qui s'adaptait pour faire plaisir à tout le monde. C'est une personne qui travaillait beaucoup, qui devait faire beaucoup, qui endurait de la violence dans son entourage. C'était intense, là. Elle me disait qu'il y a un temps dans sa vie, elle vomissait tous les matins. C'est pas normal. Ces animaux ont plein de maladies. Ça n'arrête pas. C'est chronique, ça revient. Puis ça a été très, très difficile pour elle d'embarquer dans le processus parce qu'au début, tu les vois pas, les solutions. Puis quand t'es pas habitué d'écouter ton intuition, c'est pas quelque chose que tu comprends facilement, puis que tu entends facilement parce que ta petite voix, depuis des années, tu t'es dit « Ta gueule, je t'écoute pas, là. Tu sais, il faut que je règle mes affaires, je t'écoute pas. » Fait que de dire « Ok, c'est beau, là, je vais t'écouter. » Ça se peut qu'elle te dise Ouais, ben là, tu m'écoutes pas depuis des années, fait que je vais te chuchoter. » Fait que sois à l'affût, puis quand je vais chuchoter, il faut que tu me comprennes. Fait que c'est de refaire un peu ce mécanisme-là. Puis quand elle a commencé à travailler là-dessus, elle a vu ce que ça faisait, même si c'était très, très souffrant, l'espèce d'effet domino que ça a enclenché. Puis j'ai déjeuné avec elle ce matin, puis elle me disait, elle dit, t'as changé ma vie parce que j'ai changé ma façon de voir les choses. Il n'y a rien qui a été magique, il n'y a rien qui s'est tout réglé tout d'un coup. Elle vit encore des choses difficiles. Mais sa façon de voir les choses, puis de les aborder, puis de les gérer est complètement différente. Ces animaux lui ont appris beaucoup, puis c'était drôle parce qu'elle avait un cheval qui était sa copie conforme dans son ancien elle, qui, quand elle a fait vraiment les plus gros changements, là, les piliers, là, je peux dire, de ce changement-là, ce cheval-là est décédé. Elle a dû le faire euthanasier parce que là, tous les morceaux lâchaient. Puis elle avait un deuxième cheval qui était un peu sa version maintenant. Fait que c'est comme si, symboliquement, ce cheval-là qui représentait elle dans son soi passé était parti, j'ai des frissons en le disant, était parti, puis qu'elle était en train de développer son soi actuel avec son autre cheval. Puis là, je veux pas faire peur à personne, ça veut pas dire que parce que vous travaillez quelque chose qu'il y a un animal qui va mourir, là, c'est pas ça du tout. Là, ça s'est fait là dans cette histoire-là. Mais ça a été la symbolique de... Puis elle l'a vu de cette façon-là aussi, je crois, puis ça a été plus facile pour elle de laisser l'animal partir, même si ça a été difficile. Fait que c'est ça, la pleine conscience. D'être là pour nos animaux, de vivre de la façon qu'eux autres voient les choses. Les animaux, là, j'ai jamais eu un animal qui m'a dit « j'ai peur de mourir, j'ai peur de la mort, j'ai peur de m'en aller ». Ils sont résilients, ils suivent le flot, les transitions pour eux, c'est doux. Souvent, quand les transitions vont être difficiles pour un animal, c'est parce que l'humain a de la misère à le faire passer. Un animal qui va rester sur le plan terrestre après sa mort, c'est parce que son humain lui a dit « pars pas, je serai pas capable de vivre sans toi », des choses comme ça. C'est pas pour l'animal, c'est pour l'humain qui va
avoir des blocages ou qui va rester. C'est pour ça que c'est important pour soi, parce que c'est pas confortable pour nous de perdre un animal, puis de se dire que sa vie est finie, puis que de pleurer à tous les jours, de pas être fonctionnel parce qu'on a eu un deuil, une perte. Puis c'est pas une bonne chose non plus pour l'animal de rester sur le plan terrestre. L'animal, l'humain qui décède, doit aller dans le plan où il doit s'en aller. Appelez ça la source, la lumière, le paradis, peu importe. Un animal, un humain décédé ne devrait pas rester incarné sur Terre. Devrait aller ou devrait s'en aller. Fait que c'est un cadeau à se faire, c'est un cadeau à faire pour nos animaux. Je sais pas si ça résonne pour vous ce que je dis, si c'est clair, si je parle chinois. D'ailleurs, si vous avez besoin de spécifications sur certains thèmes, sur certaines choses, venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Sur ma page Facebook, Alexandra, femme intuitive animaliste, ou en dessous du podcast, là, je suis sur YouTube et sur Spotify. J'espère vraiment que ce contenu soit accessible la plus grande quantité de gens, que ce soit accessible et compréhensible. J'essaie de vulgariser ça le plus possible, mais je me suis rendu compte que plus on avance dans la connaissance, que ce soit peu importe le sujet, plus on devient connaissant, plus c'est dur de revenir au départ pour expliquer ça le plus clairement possible. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit qui est pas clair, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Mais je vous encourage à prendre du temps avec vos animaux. Puis vous allez le voir comment l'animal va réagir ou va bouger si la connexion elle se fait ou pas. S'il y a une problématique entre les deux. S'il est confortable, pas confortable, est-ce qu'il se lève, est-ce qu'il s'en va, est-ce qu'il est stressé, est-ce que... Vous allez le voir juste comment l'animal va réagir. Quand j'avais des cours d'équitation sur ma jument, j'étais capable de savoir l'état émotionnel de l'humain la minute qu'il s'assoyait sur mon cheval. Juste parce que j'observais comment ma jument changeait de faciès, de comportement, de position, de les yeux, les oreilles, le nez, comment ça se tendait, si elle restait relax. Nos animaux, là, ils cachent rien. Dans le sens que ils vont nous démontrer les problématiques. Dans le prochain épisode, je vais aborder la transition vie-mort en conscience, qui est la fin de vie, le deuil, la transition vers la mort, finalement. Mon but, ma mission pour ce prochain épisode est de vous rendre la mort moins sombre. À la limite douce, belle. C'est quelque chose qui, pour moi, est bénéfique, normal et nécessaire. Malheureusement, on va tous passer par là. Et j'espère vous amener l'enseignement que les animaux m'ont donné par rapport à cette transition et de pouvoir vous la transmettre la plus fidèlement possible pour que vous puissiez faire un changement de regard à cet effet. Je t'invite à partager en commentaire comment cette voix différente résonne en toi et ce qu'elle éveille. Si le cœur t'en dit, partage ce podcast à ceux qui veulent faire partie du changement sur les relations avec nos animaux dans une liberté d'être. Ensemble, vivons en harmonie avec la nature qui nous entoure. Abonne-toi pour m'aider à faire vivre cette vision. À très bientôt, belle femme lumière.